Émilie Vidal, vous êtes la directrice régionale BPI France Occitanie, c'est le réseau Sud, c'est ça, Est, Occitanie Est, réseau Sud. Juste à vos côtés, il y a Frédéric Planche, vous êtes directeur Nextinov Sud Occitanie Est pour la Banque Populaire du Sud. Et puis donc Cédric Botella, fondateur et dirigeant du réseau Instinct Drone. Vous êtes aussi vice-président de Pulse, l'agence de développement économique de Béziers. Et juste à côté de moi, nous avons Brice Jalmin, vous êtes ingénieur commercial chez Hemming. Voilà, merci beaucoup tous les quatre. Alors on va vous parler de financement bien sûr ensemble, on parle de financement, de l'innovation, de la transition, de réindustrialisation, mais tout ça va ensemble. Une entreprise doit s'adapter à différents enjeux, des enjeux climatiques, des enjeux industriels, des enjeux digitaux, de l'innovation, vient finalement accompagner tous ces enjeux. Et c'est ce que nous allons essayer de voir. Comment on fait avec ça? Frédéric Planche, peut-être on va d'abord commencer par parler du dialogue stratégique. C'est très différent d'un audit, d'un diagnostic. Qu'est-ce que c'est que le dialogue stratégique? Bonjour, tout d'abord bonjour et merci pour cette invitation pour la Banque Populaire du Sud et la filière Nextinov. Je te rappelle, c'est à peu près 500 entreprises innovantes accompagnées sur le territoire de l'Occitanie Est, qui est chère à Émilie et à moi-même, on est encore dans ce schéma. Donc qu'est-ce que le dialogue stratégique? Le dialogue stratégique que les banques sont en train de mettre en place, alors je parle pour ma Banque Populaire, mais quand un chef d'entreprise aujourd'hui rencontre son chargé d'affaires ou les gens qui l'accompagnent à la banque, notamment dans le corporate, aujourd'hui il est précisé, enfin il est recommandé pour le chargé d'affaires de mettre en place un dialogue dit stratégique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le banquier aujourd'hui a fortement évolué post-Covid, déjà, voire quand on a vu les PGE déstabiliser les structures financières des entreprises, il a fallu qu'on revienne à la structure un peu idéale de l'entreprise, des fonds propres, la stratégie. On a vu qu'il y avait eu plein de problèmes à cette époque-là. Et donc on a demandé à nos chargés d'affaires de faire un bilan stratégique avec les entreprises. Et globalement, quand on accompagne un chef d'entreprise, on allait assez rapidement au financier. Et là, on va commencer à parler d'autres choses. On va lui poser plein de questions. Voilà, on va lui poser plein de questions. C'est des questions auxquelles, des fois, il ne s'attend pas vraiment, puisqu'on va commencer à parler. Enfin, il s'y attend, puisque c'est son métier, la gestion d'une entreprise. Mais que le banquier ait cette vision sur la croissance. La croissance, ça amène multiples discussions autour des éléments pour faire la croissance, la répartition du capital, la croissance externe, plein de choses. On va lui parler de la croissance, on va lui parler du digital dans son entreprise. C'est quoi le digital chez vous? Comment vous faites votre supply chain, votre RH, etc. On va lui parler de la RH, vos talents, vous fidélisez vos talents, etc. Donc on a 5 piliers, c'est le digital, donc comme ça je vais faire court parce que sinon je fais long, le digital, la croissance, il y a l'ARH, après il y a l'international, donc on veut amener nos entrepreneurs, notamment PME et ETI, à regarder ce qui se fait à l'international, à aller conquérir les marchés. Et le dernier pilier, c'est les critères ESG, c'est-à-dire c'est quoi l'ESG, comment vous abordez ça au sein de vos entreprises. Et là, on a une grille, on pose des questions, on remplit. Alors, je vais terminer comme ça. Quel est l'objectif de la banque? Bien sûr, c'est de vendre des produits derrière, puisque derrière chaque grille, il y a un panoplie, un catalogue. Mais c'est surtout de récolter des datas pour que nous, on puisse derrière dire voilà comment font nos collaborateurs, voilà comment on va accompagner les jeunes entreprises, voilà quelles sont leurs préoccupations. Donc aujourd'hui, on est en train de collecter énormément de data sur les entreprises, c'est national, c'est pas Banque Populaire du Sud, c'est le groupe BPCE, pour orienter les formations des collaborateurs, les services qu'on doit rendre aux entreprises, et être aligné en termes de posture et de soft skills sur ce que les dirigeants demandent dans l'accompagnement du développement de l'entreprise. Est-ce que c'est aussi une façon, à travers ce dialogue stratégique avec le dirigeant, de clarifier la vision et les objectifs du dirigeant? Et du coup, c'est aussi valable pour lui, pour l'aider à clarifier sa vision et ses objectifs. Absolument. C'est aussi de poser, de mettre des mots, de mettre une vision un peu externe. Donc la BPI va en parler, ils font des audits, mais nous, déjà, on évoque ces systèmes. C'est quoi la prochaine étape de votre entreprise?
C'est quoi l'innovation qui vous permet soit de maintenir votre position, soit d'améliorer votre croissance. Aujourd'hui, sans innovation, pas de croissance ou peu de croissance. Même on met les entreprises en danger. Donc c'est aussi l'amener à réfléchir en disant, voilà, on va réfléchir ensemble. Et la posture, c'est dire, on n'est pas un prestataire de service, on peut être un partenaire. Et de là vont découler des potentiels conseils d'accompagnement et de financement, mais ça va partir de ce dialogue. Émilie Vidal, pour BPI France, comment est-ce qu'on peut accompagner une entreprise, justement, peut-être d'abord par le conseil? Oui, bonjour à tous. Tout à fait. BPI France, donc c'est la banque publique d'investissement. On a 7 métiers, et parmi ces 7 métiers, il y a le métier de l'accompagnement. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises françaises à se développer, à bien maîtriser leur croissance. Et donc, à la fois, on garantit des prêts bancaires, donc on se porte garant pour les entreprises vers les banques. Ensuite, on est amené à financer, toujours aux côtés des partenaires, mais à financer les projets des entreprises, tant en financement dit classique qu'en prêt sans garantie ou en innovation. Et on a aussi développé depuis 10 ans maintenant le métier de l'accompagnement, où on met à disposition des consultants agréés sur des thématiques bien spécifiques auprès des entreprises pour les accompagner dans les enjeux qu'elles rencontrent. Donc ça peut être des sujets de gouvernance, ça peut être des sujets d'IA, de cybersécurité, de digital, d'adaptation, d'éco-conception. On a une palette de missions de conseil et de diagnostic assez large qui permet de répondre à tous les besoins des entreprises. Alors ça va être des diagnostics, vous l'avez dit bien souvent, diagnostic par exemple d'innovation, diagnostic performance industrielle, oui. Diagnostic adaptation climatique, enfin voilà, je donne des noms précis pour qu'on voit exactement quel type de diagnostic vous pouvez Tout à fait. On en a un qui est d'actualité, c'est le DIAG Décarbonation. On l'a en partenariat avec l'ADEME, donc il est en partie subventionné. Et c'est un bilan carbone qui, sur les 3 scopes, avec un plan d'action sur 12 mois pour accompagner l'entreprise à mettre en place son bilan carbone et les actions derrière pour réduire son impact environnemental. On a aussi depuis peu le DIAG Adaptation. Le DIAG Adaptation, c'est pour accompagner l'entreprise à s'adapter aux enjeux climatiques et aux risques climatiques qu'elle peut subir, pour la pérennité de l'entreprise. On est dans un secteur qui est déjà touché et qui va l'être de plus en plus sur des risques climatiques. Aujourd'hui, 1/3 des entreprises ont été impactées par des risques climatiques. Quand on dit ont été impactés, c'est que ça a impacté plus ou moins fortement leur activité. Et vous le savez, les assurances sont de plus en plus compliquées à obtenir et pour certaines activités, voire très difficiles. Et donc, il faut réussir à s'adapter. Et l'objectif, c'est, on sait qu'un dirigeant d'entreprise, et notamment de PME, a pas beaucoup de temps. Donc, ces missions de conseil, en fait, elles lui permettent à la fois de gagner du temps parce qu'on a agréé des consultants dont on vérifie à chaque fois la qualité, et aussi un gain d'argent parce qu'on a négocié des tarifs et on prend en charge une partie du coût. Alors justement, on a à ce sujet, on va écouter un témoignage, c'est celui de Cédric Boutella, qui est le fondateur et le dirigeant du réseau Instadrone. Vous faisiez une démonstration d'ailleurs il y a quelques instants, on a attendu un petit peu que vous ayez fini pour pouvoir nous rejoindre. Parce que vous êtes une PME et en tant que PME, vous n'avez aucune obligation de réaliser un bilan carbone. Pourtant, vous le faites. Pourquoi est-ce que vous le faites? Alors, je crois que je vais casser le mythe de l'entrepreneur bien dans ses baskets, là, qui est hyper motivé à faire tout ça. Tous ces accompagnements, par nature, ça me fatigue. Mais il faut reconnaître qu'on en a besoin. Je ne dis pas que c'est pas essentiel, ça l'est. Je suis partenaire de la BP depuis 11 ans maintenant. Je crois qu'on ne peut pas faire plus fidèle que moi. Pour autant, tous ces diagnostics, tous ces documents, c'est une tuerie pour nous parce qu'on n'a pas le temps, on a la tête dans le guidon. Mais il faut bien se mettre dans la tête que sans ça, on n'aura pas de croissance. Un exemple concret, quand vous répondez à un appel d'offres pour un groupe national, maintenant, la note RSE, elle est de 10%. Donc, sans note RSE, vous pouvez oublier votre appel d'offres. Je viens de répondre à un appel d'offres pour EDF, nos partenaires qui sont là aujourd'hui.
EDF, énergie renouvelable, si je n'ai pas un petit côté RSE, je peux aller voir ailleurs, d'accord. Je ne suis pas quelqu'un qui veut sauver la planète avec ma boîte, pour autant, j'ai besoin des accompagnements parce que ce n'est pas ma sensibilité première. Je mène des actions avec mes collaborateurs parce que ça nous fait plaisir de nettoyer les berges du canal du Midi, mais je ne fais pas ça honnêtement dans un but de faire croître mon entreprise, on le fait dans un but de collaboration, de se sentir bien dans ce qu'on fait. Mais il faut le mettre en avant et on n'est pas des spécialistes pour ça, c'est pour ça que les accompagnements ils sont essentiels. Donc c'est plein de sujets dont on n'est pas spécialiste. Vous parliez de stratégie, de RH, encore une fois, vous l'avez vu, hein, je fais voler des drones, je ne suis pas un spécialiste du management. Je suis bien content qu'il y ait des gens des fois qui m'accompagnent parce que c'est très fatigant de gérer de front tous ces sujets pour un chef d'entreprise, d'autant quand on est une PME peu structurée. J'ai 40 salariés, je ne peux pas dire que je ne suis pas le N+1 de tout le monde, à peu près. Je devrais commencer à me structurer, je ne peux pas être très bon pour ça, il faudrait qu'on fasse un bilan peut-être. mais voilà, on dialogue. Oui, c'est le dialogue d'abord. Alors de là découle généralement des investissements plus ou moins structurants pour l'entreprise. Quand on a déterminé un besoin de financement de l'innovation et établi une stratégie, avant même le financement, qu'est-ce qui se passe, Émilie? En interne, vous avez donc des experts métiers, une équipe d'ingénieurs spécialisés par secteur d'activité, vous le disiez, mais pas seulement pour les diag, aussi peut-être pour étudier les projets innovants. Tout à fait. Un de nos métiers, c'est l'innovation. Donc, on fait de la deep tech, mais on fait aussi de l'innovation incrémentale au sein des PME industrielles. C'est un de nos enjeux du plan industrie, c'est d'accompagner les PME industrielles à innover. Parce que Frédéric l'a dit tout à l'heure, l'innovation, c'est gage de pérennité. Mais l'innovation a un coût. Et aujourd'hui, les PME innovent. La quasi-totalité des PME innovent, mais innovent parfois sur fonds propres. Et donc, innovent de manière un peu plus lente et innovent seuls dans leur coin. Aujourd'hui, il y a un écosystème qui permet à une PME d'aller chercher de l'innovation, de se faire accompagner, d'avoir des machines à disposition sans forcément les acheter, donc pour pouvoir tester, pour faire des prototypes. Donc ça passe par les divers interlocuteurs. Il y a la CCI, il y a l'UIMM, il y a ITS Fusion, il y a le CEA, il y a la SAT. Donc tout ça, et j'en oublie sûrement, les divers clusters. Et ça, il faut que les PME puissent y avoir accès et prennent un peu de temps pour se renseigner sur ces thématiques. Et après, on accompagne l'innovation, donc on a différents dispositifs. Le dispositif va dépendre de la maturité du projet et du risque technologique, pas commercial, du projet. Pour cet accompagnement. Et en effet, notre équipe, c'est une équipe d'ingénieurs et qui sont spécialisés par secteur d'activité. Et donc, ils vont pouvoir étudier la maturité du projet, comme vous le disiez, l'innovation, et en fonction de là, vous allez dire un go ou no go, quoi. Oui, sur nos dispositifs, et après, sur les dispositifs d'innovation, c'est souvent en lien aussi avec des demandes de subventions qui sont gérées par d'autres opérateurs. Et donc, après, il y a un lien entre nos accompagnements, les demandes de subventions, et après, il y a aussi des financements bancaires pour boucler un plan de financement. Justement, Frédéric Blanche, même analyse de votre côté, ça peut être BPI ou la banque qui reçoit les clients en premier, et après, on décide. Oui, on s'appuie beaucoup sur les recommandations, sur les analyses de la BPI. Les pays, ils ont des chargés d'affaires qui sont spécialisés en pharmacie, en biologie, en mécanique. C'est aussi la richesse de la BPI, je ne voudrais pas t'y répondre, mais c'est le cas, c'est-à-dire qu'on a, nous, nos chargés d'affaires, ils ont fait des écoles de commerce, des universités, en banque, en finance, mais ce n'est pas des spécialistes du métier que le chef d'entreprise va aborder. Et donc, nous, on a besoin de cette expertise. On n'est pas sachant, je ne suis pas pharmacien, je ne suis pas médecin, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas mathématicien. Donc on a besoin d'avoir des avis, des expertises qui sont en dehors de nos champs de compétences pour s'appuyer. Et cette expertise et ce champ de compétences, ça a un nom, ça s'appelle un écosystème.
Alors moi, je travaille plutôt sur les startups, l'innovation, l'amorçage, etc. Et je voudrais rendre hommage à Alexandra de Siage qui est là avec son pôle InnovoSud, voilà, sur les incubateurs. C'est des instruments qui sont très précieux pour fédérer les compétences multiples autour d'un projet, c'est-à-dire c'est la propriété industrielle, c'est la pertinence de l'innovation, c'est la financiarisation de l'innovation, le haut bilan, le non dilutif. Donc les avocats, les comptables, l'expertise à 360. Donc nous, avant de recevoir le dossier, effectivement, on fait en sorte que beaucoup de monde ait vu ce dossier. Et puis on n'y va pas tout seul, parce que c'est souvent assez risqué, sauf sur les PME, où ça devient un peu plus safe, parce qu'elles font souvent des bidas, elles sont performantes pour certaines. Et donc à ce titre-là, on peut réunir un pool, c'est souvent un pool bancaire que ça se fait, avec des pays en leader souvent. Et on travaille comme ça. Ce que je voulais juste rajouter, c'était que la culture de l'innovation dans les PME, elle est encore à construire dans notre pays. Ça, c'est un vrai sujet. Et donc c'est quand même une alerte que je lance, moi, depuis assez longtemps à la direction, en banque, en disant, attention, les PME, et ça, je ne veux pas faire offense à votre culture, mais Schumpeter, qui est un économiste de l'innovation, l'avait bien déterminé en disant que innover dans les PME aujourd'hui n'innove, Schumpeter c'est plus vieux, mais les élèves de Schumpeter disent que l'innovation dans les PME est insuffisante aujourd'hui au regard du monde qui bouge. Et alors, on ne parle pas de l'IA, on ne parle pas de tout ce qui arrive, la digitalisation, je vois il y a APS dans la salle aussi. Donc du coup, ce que nous, on a fait pour un peu devancer cette problématique de l'innovation dans les PME, au-delà du financement, le financement c'est le stade final, c'est le projet, l'idée, etc. Moi j'avais constaté, voilà, je vous parlais pour Banque Populaire. Banque Populaire, leader des PME. Banque Populaire, leader des startups, mais ce monde ne se rencontre pas. Une PME qui fait 15, 20, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires n'a pas de cellule innovation. Ils ne peuvent pas se payer un thésard, une thèse cifre, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai créé des clubs d'entrepreneurs pour que par filière, ces gens-là se rencontrent. Ça me coûte un café, ça me coûte des croissants. Je fais se rencontrer, ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure, 10 pitchs de start-up sur l'agro, sur le tourisme, sur les retailers. Ces gens se rencontrent, ils échangent leurs cartes, et moi je suis au milieu, je fais juste le jonction. C'est la nouvelle banque, ça, c'est la définition de la nouvelle banque. Et ça, c'est nécessaire pour qu'après on puisse porter les financements de l'innovation dans les PME avec une certaine qualité. Alors, Brice Jalmin, je me tourne vers vous. Vous êtes ingénieur commercial chez EMIG. Qu'est-ce qui a changé finalement concernant les dispositifs de financement de la R&D et de l'innovation à la suite des modifications qui ont été apportées à la loi de finances 2025? Tout d'abord, bonjour. Merci pour l'invitation et puis pour cette question qui est tout à fait d'actualité. On a parlé aujourd'hui là déjà par deux fois. On a en fait dans le paysage des aides qu'on appelle directes sur les subventions à l'innovation assez fréquentes, et on a aussi des aides qu'on appelle indirectes qui sont plus sur les crédits d'impôt, recherche, innovation, qui sont deux dispositifs différents. Ce qui est intéressant en fait de rappeler en préambule, c'est que le crédit impôt recherche, qui est le dispositif le plus connu, date de 1983 et qu'il a vécu bien des ajustements, et que ce qui est vrai aujourd'hui et ce qui est vrai en 2025 ne sera pas forcément en 26 ou 27. À partir de là, sur le projet de loi de finances, on a eu plusieurs ajustements qui ont été mis en place à partir du 15 février, notamment relativement impactants comme le retrait du dispositif jeune docteur, et un peu moins impactants comme certaines modifications sur les brevets, la veille technologique ou encore les frais de fonctionnement. Donc ça c'est du détail sur les dernières parties que je viens de citer. L'important c'est de se dire que chaque année ça peut changer. Alors certaines choses ont été prorogées jusqu'à 2027 et on peut quand même avoir encore des modifications. Ça ne donne pas d'assurance en fait quand cette instabilité, c'est vrai que pour le chef d'entreprise de PME, ça peut être un réel handicap. Alors il y a eu beaucoup d'instabilité, notamment sur plusieurs sujets, comme par exemple les subventions, qui étaient plus ou moins fondées. Il faut savoir qu'en fait, le dispositif France 2030, dont on a prévu de parler, ce dispositif-là, il est voté. Donc en fait, les fonds sont là, et il n'y a pas de raison de douter de ça.
Alors justement, on va venir au financement. Pour le financement, le client va d'abord s'intéresser aux subventions auxquelles il peut avoir droit. Et quelle est l'actualité là de ces financements directs sous forme de subventions? Alors précisément sur France 2030 et sur les subventions, on avait un programme qui était à 54 milliards d'euros, non pas de dollars, pardon, d'euros. Et en fait, il en restait à début 2025 15 milliards et l'État, sur un dispositif qui était prévu d'être stoppé en 2026, a prévu d'échelonner 5 milliards en 2025, 5 milliards en 2026 et 5 milliards en 2027. Donc ça, c'est une chose qui est relativement actée, je dis relativement, sous réserve de validation à chaque projet de loi de finances, chaque année. D'accord. Sur justement, si on revient sur les spécificités de France 2030, sur l'Occitanie cette fois-ci, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors on peut dire que comme sur tout le territoire national, évidemment c'est en fait des dispositifs nationaux qui sont ensuite régionalisés, donc on va retrouver si on simplifie en fait les trois grands axes de subventionnement, à savoir l'investissement productif, la transition énergétique et l'innovation, qui sont particulièrement représentés aujourd'hui. On retrouve en fait des axes, des filières stratégiques que l'État souhaite développer. On a entendu parler dans les médias de l'IA, de la santé, de la mobilité, également de l'eau et de l'alimentation. La spécificité qu'on va trouver en Occitanie, qui semble relativement évidente, ça va être l'économie du littoral. Et ça, c'est vraiment très spécifique à cette région. D'accord. Émilie, si on revient sur comment est-ce qu'un client va construire sa solution de financement, peut-être sans oublier ses fonds propres aussi, on va en reparler. Est-ce que justement vos solutions de financement, vos interventions dépendent des fonds propres de l'entreprise? Oui, comme toute intervention de la banque ou subvention, une subvention c'est une aide publique, donc il faut que la société respecte des critères bien précis. Et en effet, pour qu'un projet soit accompagné, il faut qu'il y ait des fonds propres, les fonds propres nécessaires. C'est important parce que c'est l'implication de la structure dans le projet aussi qui va prouver cela. Alors, Frédéric Planche, un mot aussi sur les règles de financement et les fonds propres. Le financement se fait de manière collective dans un écosystème qui se parle en fait. Oui, régulièrement on travaille en pool, c'est-à-dire que vous avez plusieurs banques, le BPI, etc. C'est vrai que le juge de paix, et je donne cette remarque à l'ensemble des incubateurs, des accompagnants de l'innovation, et même à l'université ou dans les écoles de commerce, on ne part pas avec 1 000 € de fonds propres. Quand on dit on peut créer sa boîte avec 1 000 €, on se moque un peu des porteurs de projets. C'est un peu compliqué parce qu'après on ne peut pas faire effet de levier sur les différents dispositifs. Et donc il faut dire assez rapidement, si vous créez une boîte avec une vocation importante, il vous faut des fonds propres. Les fonds propres, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que c'est ce poste-là dans le bilan qui va permettre de générer les accompagnements de BPI, les accompagnements des banques. Alors après, on triture un peu le modèle, les obligations convertibles en termes de comptabilité, les comptes courants d'associés stables, etc. On arrive toujours à faire ça. Mais ça implique la notion de fonds propres, du niveau des fonds propres, ça implique toute la stratégie de la boîte. C'est-à-dire qu'on fait la R&D, on fait des pertes, on constate ces pertes, on fait une levée de fonds pour essayer d'éponger ces pertes et pour pouvoir investir dans les années suivantes. Et c'est ainsi que se fait les bons sur les fonds propres, et c'est comme ça que nous on travaille. L'innovation, je vais terminer parce que je suis très bavard. Vous avez le temps. On va d'ailleurs vous laisser la parole après pour que vous puissiez poser une question. Financer l'innovation, pour un banquier, aujourd'hui c'est très compliqué, on n'a pas de modèle économique, on ne sait pas quand est-ce que vous allez rentrer du chiffre d'affaires, on ne sait pas si vous allez trouver votre marché déjà, etc. Donc c'est très très compliqué. Donc les référentiels d'analyse du risque du banquier pour l'innovation, c'est essentiellement au niveau de fonds propres, et un autre mot un peu anglais qui s'appelle le cash burn, c'est-à-dire combien vous cramez d'argent
tous les mois en charge fixe quand vous ouvrez, vous mettez la lumière dans votre bureau. Et donc, nous, on travaille beaucoup sur le plan de trésorerie, le niveau des fonds propres et le niveau de cash burn que vous cramez pour arriver aux étapes qu'on a échelonnées. Il y a beaucoup de séquencements. Donc, niveau des fonds propres, très important. On a notre phare qui est la BPI qui nous donne le truc. Et sachez tout simplement, des fonds propres négatifs en dessous de la moitié, vous êtes considéré comme entreprise en difficulté par la loi européenne. Point barre terminé. Donc, vous devez aller déclarer chez votre comptable que vous êtes en dessous des fonds propres, la moyenne des fonds propres négatifs, et vous avez une continuité qui vous est tolérée jusqu'à ce que vous reconstituiez vos fonds propres. Donc, c'est pas de la rigolade, le niveau des fonds propres et l'analyse de ce fonctionnement et des actionnaires qu'il y a autour du projet. Parce qu'on qualifie ça. Et il y a un mot assez vulgaire, je termine avec ça, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'un bon actionnaire? C'est un actionnaire qui a des poches profondes. Moi, c'est un mot, ça me choque un peu, mais c'est ce qui se dit c'est la terminologie du vocable financier. Les gens, tiens, on a fait rentrer un actionnaire aux poches profondes. C'est-à-dire qu'il a de l'argent qui peut réinvestir pour suivre le projet au cas de besoin ou de crise ou de développement, etc. Face à ces besoins d'innovation, et vous l'avez pointé, des entreprises, des PME en particulier, qui n'ont pas assez, mais vous avez pointé aussi, de l'autre côté, le manque de visibilité. Effectivement, on demande aux banques d'aller investir sans avoir de certitude là-dessus. Alors, juste un mot, on n'investit pas. Enfin, oui, si, moi j'investis, j'ai des outils d'investissement, oui. Je finance. Oui, d'aller financer. C'est très précieux parce que c'est pas du tout le même prisme entre ce que fait un investisseur et ce que fait un banquier. Tout à fait. On n'a pas du tout les mêmes regards, les mêmes outils critiques sur le financement. D'aller financer, mais est-ce que là, si on fait un panorama des 10 dernières années, la façon dont les banques, BPI et les autres banques se sont positionnées pour aller financer cette innovation face aux besoins a vraiment beaucoup évolué? Oui, nous, nos dispositifs en innovation ont évolué. Les montants financés en innovation ont fortement augmenté. Donc oui, il y a du financement d'innovation. Les appels à projets France 2030 et les appels à projets suite au Covid ont aussi aidé ces innovations. Et après, on a quand même un panel de fonds d'investissement dédiés à l'innovation en France. Il y en a beaucoup aussi à l'étranger. Mais jusqu'à il y a peu de temps, il y avait aussi la présence forte d'investisseurs. Oui, effectivement, moi qui a fait de l'innovation mon dada personnel et professionnel depuis plus de 30 ans, le financement de l'innovation, des startups, l'innovation, les entreprises innovantes, c'était un mot barbare il y a 10-12 ans. Et depuis à peu près 2015, alors nous, Banque Populaire, on a un avantage, on a eu un avantage, c'est qu'on a réussi à attraper des fonds de l'Europe, le FEI, le Fonds européen à l'investissement, qui nous a octroyé à peu près 1,5 milliard pour contre-garantir les prêts à l'innovation à hauteur de 50, 60, 70%, avec un financement de quelque chose qui était tout nouveau pour les banquiers, c'était je finance des besoins immatériels. Et là, il y a eu un grand bond intellectuel des banquiers qui ont dit attends, moi je finance des voitures, des mobiliers, etc., ou du court terme, du post-client, mais je ne finance pas un brevet, je ne finance pas un salon, je ne finance pas un salaire d'un chercheur, une thèse cifre, etc. Et ça a été, moi je me rappelle, parce que je l'ai proposé au chef d'entreprise en 2015, je rentrais dans un bureau et je disais, voilà, monsieur le client, monsieur la PME, monsieur le client, vous avez des ingénieurs, vous allez embaucher pour développer, c'est quoi le salaire? 70 000, 80 000, 100 000? Ok, je peux vous le financer sur 3 ans, 36 mois. Ah bon, vous pouvez faire ça? Ça a été une révolution. Et c'est de là que c'est un peu parti. Bon, on est un Banque Populaire, on va passer les choses, on est un peu leader là-dessus. Nos collègues nous ont rattrapés aujourd'hui, c'est-à-dire Crédit Agricole, les autres. Et tous ensemble, on essaie, si on a cet esprit un peu territoire, de faire progresser le territoire, de faire progresser nos PME. Et c'est un modèle qui est assez vertueux dans cette région, en fait. Dans cette région. Je reviens, oui. Sur le sujet de l'innovation dont on parle, là, on peut dire une chose aussi, c'est que sur les années 2010 à 2020, beaucoup de personnes parlaient dans le milieu de l'entreprise de l'innovation sans vraiment savoir de quoi il s'agissait. De mon point de vue, les années
ensuite, on est un petit peu plus sur la thématique de la décarbonation de l'industrie, où beaucoup de personnes en parlent sans vraiment savoir ce qu'il en est. On est aussi sur un prochain enjeu qu'on essaie de mieux connaître, et sur vraiment le sujet de l'innovation par rapport aux choses qui ont changé. On va avoir des masters spécialisés qui sont arrivés. On a également des écoles d'ingénieurs avec carrément un double cursus où pendant les 3 années du cycle d'ingénieur, on a un sujet d'innovation qui est très fort et non pas une teinte en fin de diplôme. Et en fait, cette dynamique, elle infuse dans les entreprises. En tout cas, c'est quelque chose qu'on ressent très fortement. Je reviens vers Cédric Bottella parce que vous avez effectué une étude de diversification et je voudrais que vous me racontiez un petit peu parce que vous avez obtenu un prêt justement. Oui, dernièrement avec la Banque Populaire donc, et la CCI, on a obtenu un prêt qui nous permettait d'aller sur une diversification de nos prestations vers la transition énergétique. Donc c'était à peu près 30 000 euros, bonifié à 1%, donc quelque chose qui n'est pas de la subvention mais qui est ridiculement bas et intéressant. Et je crois comprendre pourquoi maintenant tu m'aimes bien, Frédéric, c'est parce que j'ai moi-même un investisseur aux poches profondes, puisque c'est Xavier Niel, et c'est pour revenir sur l'intérêt d'avoir du fonds propre. J'étais pas à l'aise tant que j'avais pas d'investisseur confortable, effectivement, et en 2020, quand Xavier Niel a rejoint Stadron à hauteur de 30%, c'est vrai que la vie a considérablement changé, et mon amour de la Banque Populaire à mon endroit aussi, c'est vrai. Plus ou moins, ouais. Mais c'est vrai qu'on se sent beaucoup mieux, et on a moins besoin d'aller chercher des financements quand on a des fonds propres, on se sent beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus apte à aller chercher de l'innovation. Même si je déplore encore, je suis chef d'entreprise qui râle tout le temps, je déplore encore des difficultés d'accession aux subventions parce qu'il faut monter des dossiers. Cyril en est témoin, on a bien galéré tous les deux, je galère encore, parce que le chef d'entreprise a la tête dans le guidon, parce qu'il pense à 1000 choses, qu'avant toute chose, il faut qu'il fasse de la croissance avec sa boîte pour continuer à perdurer, et que du coup, parfois on prend ces sujets de dossiers de subvention un peu par-dessus la jambe, et à tort, parce qu'on en a vraiment besoin. J'ai moi-même plusieurs sujets d'innovation majeure sur les livraisons par drone, sur l'automatisation, comme vous avez pu voir devant, et sans les subventions, on va galérer. Et que si on n'a pas l'accompagnement, là vraiment il faut qu'on fasse un audit, ça va être difficile. Et ce prêt que vous avez obtenu, CCI BPS, il permet quoi? Il a permis d'investir et sur du matériel et aussi sur de l'innovation, on parlait d'immatériel, sur l'IA, sur des plateformes. Donc on a fait un mix des deux, un peu de matériel, un peu de recherche qui nous permet de proposer à nos acteurs des ENR comme Total, EDF, Care, de nouvelles prestations pour améliorer encore les performances de leur parc énergétique photovoltaïque, des choses comme ça. Donc ça va dans le bon sens parce que c'est l'avenir. Et moi-même, alors là c'est la casquette Pulse qui va parler, vous savez qu'ici sur le territoire, avec Pulse, on pousse au maximum sur les ENR, sur l'hydrogène, sur la transition durable, parce qu'on croit en une croissance certaine mais durable. Et donc voilà, ce prêt nous a servi à aller chercher ces sujets-là. Alors, on sera allé de toute façon, mais c'est plus agréable d'y aller plus sereinement. Alors avant de vous demander à chacun un conseil, un mot, un conseil pour donner aux entreprises qui sont là et qui nous écoutent sur leur financement, sur leur stratégie d'innovation. Je vais me tourner vers vous dans la salle pour voir si vous aviez vous aussi des témoignages à apporter sur des démarches que vous avez faites pour du financement, sur des aides que vous avez reçues. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui veulent nous apporter un petit témoignage sur la digestion, en plus? Non, c'est bien. Oui, j'arrive. Je viens vers vous. Non, je peux parler comme ça. Ah non, vous inquiétez pas, je viens. Parce qu'en fait, je ne vais pas répondre à votre question. Non, mais c'est pas grave. Merci beaucoup. C'est une question, alors je suis désolé, ça arrive un peu 45 minutes après le départ, mais si vous pouviez me donner la définition, la différence entre l'innovation et la recherche et le développement, parce que pour moi, c'est pas hyper clair. Je me permets ? C'est mon quotidien. La recherche, on n'est pas sûr de ce qu'on va obtenir. L'innovation, c'est une agrégation de technologies existantes qui permet de répondre à son marché. Donc le côté un petit peu anglo-saxon, c'est le côté répondre à son marché. Donc en innovation, on peut réinventer la roue si c'est une roue qui est plus performante. Une innovation qui serait incrémentale. Après, innovation de rupture, elle va peut-être nécessiter un petit peu de R&D. Mais je ne sais pas si ça éclaircit déjà. Et par exemple, on prend en son temps, un post-it était une innovation. Un crayon avec une gomme au bout était
innovation parce que personne n'y avait pensé, ça répondait à un besoin et donc à un marché. Est-ce qu'il y a une autre intervention dans la salle, soit pour poser une question sur quelque chose qui n'a pas été assez clair, soit pour apporter un témoignage? Oui, non? Et non? Personne? Alors c'est vers vous que je me tourne. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu, pour conclure ces échanges, un conseil? Je suis une entreprise, j'ai besoin je développe une stratégie d'innovation. Qu'est-ce qui va être la bonne façon de m'y prendre en termes de financement, d'accompagnement? Anticiper, taper aux portes avant d'engager 1 euro de dépense. Parce que qui dit subvention dit dépôt de dossier et les dépenses prises en compte seront valables à partir du moment où le dossier est déposé. Donc tout ce qui est pris avant, tout ce qui est dépensé avant ne sera pas pris en compte. Et un autre conseil, échanger avec l'écosystème, avec vos partenaires bancaires et avec vos pairs, chefs d'entreprise aussi, parce que tout le monde a plus ou moins les mêmes problématiques ou a fait face à eu de belles opportunités, et il faut savoir s'enrichir des autres. Merci beaucoup, Émilie Vidal. Pour ma part aussi, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, c'est de partager, d'anticiper, certes, mais ça, c'est le métier du dirigeant globalement. Hein. C'est de voir sa boîte, effectivement, quand même, de poser une vision sur sa boîte à 3-5 ans, et se dire qu'est-ce que je ferai dans 5 ans déjà, quel est mon marché, comment fidéliser mes collaborateurs, enfin, toutes ces questions, se les poser à l'aune de plusieurs années, et à quoi je ressemblerai dans 5 ans, dans 7 ans, dans 8 ans, et là peut-être établir des scénarios d'évolution de l'entreprise. Et puis, travailler, les chefs d'entreprise sont souvent, les PME, sont souvent seuls. La solitude du dirigeant, c'est compliqué. C'est aussi un phénomène psychologique, et surtout que les périodes sont compliquées, hein, l'inflation, mais on a eu le Covid. Et cette solitude-là, il faut la combattre. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrivent à adhérer à différents pôles, à différentes structures d'accompagnement, de partage, etc. Et c'est souvent là que les idées qu'on a dans la tête commencent un petit peu à germer, parce que les autres ont un peu d'expérience. Donc c'est partager, ne pas s'isoler, et puis après être curieux et un peu disruptif, c'est-à-dire de dire mais on me dit que c'est pas bon, on me dit que c'est pas ça, on me dit qu'il faut pas. Qu'est-ce que j'en pense moi-même? Est-ce que je suis autonome dans ma réflexion? Est-ce que je suis. Donc je dis, développer l'entreprise, souvent les dirigeants, ils ont un point, ils veulent aller là-bas. Mais il faut leur dire que le chemin, c'est pas celui-là. Le chemin, il est comme ça. Et quand on est capable à la fois de tracer ce chemin qui n'est pas forcément simple, qui est plus ou moins tordu, quand on sait se faire entourer, quand on écoute, un chef d'entreprise qui écoute, pour moi c'est primordial. Un chef d'entreprise qui n'écoute pas, on va avoir du mal. Hein. Et on ne dit pas qu'on dit les bonnes paroles, mais déjà qu'il fasse lien de tout ce qu'on peut échanger. Donc c'est l'écoute, combattre la solitude, être curieux et partager. C'est surtout de l'humain. Alors avant de vous donner la parole, on va repasser le micro à Cédric Bottella parce qu'il réunit tout ce que vous venez de dire, hein, évidemment. Alors, si vous êtes un chef d'entreprise et que vous sentez que vous n'êtes pas fait pour des dossiers de subvention, vous n'êtes pas câblé pour ça, pour plein d'autres choses peut-être, mais pas pour ça, ne tardez pas à embaucher des gens ou à choisir le bon prestataire, parce que sinon vous irez dans le mur. Donc effectivement, se faire accompagner, c'est la meilleure des solutions, parce qu'on n'ira pas au bout du projet, sinon il va s'avorter, parce que évidemment vous avez la chaîne à faire, c'est pas votre qualité. Donc se faire accompagner, choisir les bons accompagnants, que ce soit votre banque, la BPI ou des prestataires externes, hein, c'est votre cas je crois. Il ne faut pas hésiter. Alors Brice, je reviens vers vous, là aussi, un mot pour conclure là-dessus. Quel conseil? J'ai le même sentiment sur le fait qu'il est primordial d'anticiper, même si c'est un exercice qui n'est pas toujours facile. Le deuxième grand axe que j'ai en tête, c'est de prendre son temps. Ça peut paraître pas une évidence, puisqu'on a aussi des enjeux, des jalons annuels quand on est au cœur de l'entreprise. Pour autant, sur des sujets vraiment de financement qui peuvent être stratégiques, et sur des sujets de subvention plus précisément, il est vraiment important de pouvoir se positionner. On n'a pas 2 fois l'occasion de faire une bonne impression, donc l'idée c'est de déposer un dossier qui est le plus abouti possible dès la première fois. Et pour ça,
savoir prendre un mois et demi de plus avant de solliciter les différents organismes financeurs. Merci beaucoup à tous les quatre, on peut les applaudir. Voilà, c'était la première table ronde en début d'après-midi sur le financement, faire un point des bonnes méthodes et des bonnes pratiques. Merci beaucoup à tous les quatre. Dans l'après-midi, dans quelques instants, vous avez une autre table ronde. Merci à vous. Tu prépares ton après, toi. Oui. Hein? Oui.